Bonjour, pour J'aime Radio, je vais demander de vous présenter tout d'abord. Oui, bonjour. Alors, je suis Franck Salin, professeur de littérature française à l'université de Montpellier, l'université Paul Valéry. Et je suis notamment spécialiste de l'histoire des Lumières en France, en Europe et même au-delà. Vous êtes originaire de la Bretagne? Oui, j'ai un nom breton, hein, Salin. J'ai habité longtemps à Quimper, j'ai un petit peu habité à Brest, mais ça fait très longtemps, donc je crois que ça fait plus de 40 ans que je ne suis pas revenu à Lorient. Je suis revenu en Bretagne, mais pas à Lorient. Ce soir, vous allez tenir une conférence débat, un échange avec le public sur le regard des Français au siècle des Lumières, eu égard à la période états-unienne, j'ai envie de dire. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors c'est pas exactement le regard français, puisque les Lumières correspondent à un mouvement international, en fait, ou transnational. C'est plus un idéal, un ensemble de projets. Et donc la question, c'est de savoir si l'indépendance américaine a pu être influencée par les débats qui avaient lieu en Europe. C'est ce qu'on a souvent dit, hein, mais ça ne sera donc pas l'aspect le plus important de la communication. Et puis, dans un deuxième temps, de voir ce que les Européens avaient imaginé lorsqu'ils ont vu que les provinces anglaises se révoltaient. Certains se sont imaginés que ça allait être l'occasion de mettre en pratique de grandes idées ou des idéaux. Hein. Voilà, c'est surtout ça le sujet. C'est pour ça que j'ai intitulé ça allusivement et assez banalement le rêve américain, mais le rêve américain des penseurs des Lumières. Qu'est-ce qu'ils se sont imaginés qu'allait donner cette révolte? Au départ, c'est une révolte contre l'Angleterre, hein, contre la métropole, qui, un peu comme le Brésil avec le Portugal, hein, le Portugal continuait à tout décider pour le Brésil, de la même façon l'Angleterre continuait à tout décider pour les provinces anglaises. Donc il y a eu un moment où ils ont considéré que ça ne pouvait pas durer. Alors pourquoi avoir choisi ce sujet? Est-ce que ça a une résonance par rapport à l'actualité, par rapport au trumpisme? Voilà. Alors, oui, enfin, il y a deux raisons. La première raison, c'est que je travaille sur ce sujet de toute façon. Mais la deuxième raison, c'est que parmi les débats qui occupent les spécialistes, une question revient souvent, c'est celle de savoir si les Lumières étaient un mouvement mondial, s'il y a eu des Lumières dans chaque grande région du monde, et notamment s'il y a eu des Lumières américaines. Certains considérant que les véritables Lumières se seraient réalisées en Amérique, puis aux États-Unis. Or, il y a un certain nombre de différences entre le mouvement européen et ce qui s'est réalisé aux États-Unis. Hein. On peut donc mettre en doute cette thèse, hein, selon laquelle les idées seraient nées en Europe et la réalité se serait produite aux États-Unis, notamment à cause de l'ancrage religieux de la politique américaine qui pollue en quelque sorte toutes les décisions qui y sont prises, et puis qui explique aussi en partie le maintien, le conformisme américain. Donc on voit souvent le rêve américain comme un rêve de liberté, mais les États-Unis c'est aussi une terre de conformisme. Et là il y a un retour, il y a une régression, hein, par rapport aux acquis, notamment les droits civils, hein, qui ne peut qu'inquiéter. On voit beaucoup moins de noirs dans la politique américaine, par exemple. Ce sont tous des messieurs en cravate qui sont plutôt blancs. Et donc il y a un retour en arrière sur ce plan-là, qui montre bien que les idéaux des Lumières n'ont pas été pleinement réalisés aux États-Unis. Selon vous, c'est important d'apporter ce type d'éclairage par rapport à notre époque, eu égard au siècle des Lumières? Oui, alors tout à fait. C'est-à-dire pour des raisons qu'on comprend parfaitement, hein, le temps, la complexité des sujets. Le wokisme dont parle Trump, justement. Oui, alors, là, il y a un double mouvement. C'est-à-dire que les Trumpistes ou les conformistes, les réactionnaires, c'est assez varié. Il y a toutes sortes de réactionnaires aux États-Unis, comme en Europe d'ailleurs, ont tendance à considérer que finalement toute cette histoire de droits de l'homme, ça ne fait que compliquer le marché du travail. Hein.
Donc ça, c'est une tendance, je caricature. Hein. Et puis de l'autre côté, ceux qui veulent réécrire l'histoire et qui, de façon légitime, hein, ont tendance à considérer que la période des Lumières n'a été que la période d'expansion coloniale, en fait. Or, on a besoin d'outils critiques, d'outils théoriques. Par exemple, on a besoin de la notion de droit de l'homme. On ne peut pas tout jeter en même temps. Donc cette notion de droit de l'homme, le combat pour les droits de l'homme reste d'actualité, tristement. Hein. Donc bien sûr, c'est facile de répondre, oui, bah, ce sont juste des idées. Oui, mais sur quoi s'appuyer pour revendiquer une amélioration de la vie, hein, des individus, des citoyens. Voilà. Donc c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de voir si ceux qui ne voudraient pas assister, en particulier aux États-Unis, à la naissance d'une nouvelle dictature, l'enjeu, c'est de savoir s'ils ont encore des outils. Par exemple, est-ce que ça existe, le droit international? On commence à en douter. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres thématiques sur lesquelles vous allez vous pencher? Si oui, est-ce que vous allez revenir justement sur vos terres d'origine pour les développer, en tout cas nous en faire part? Alors je ne sais pas si je reviendrai spécialement en Bretagne pour ce travail-là. C'est pas impossible puisque parmi les dossiers qui ont une certaine actualité aujourd'hui, il y a l'ouverture des archives de Beaumarchais. Or, Beaumarchais a servi d'intermédiaire entre la monarchie française et les insurgents américains. Il a contribué à faire envoyer des armes. Et certains de ces bateaux se sont trouvés, parfois bloqués d'ailleurs, dans des ports bretons, y compris à Lorient. Un de ces bateaux qui a été bloqué, qui s'appelait l'Amphitrite, qui a été bloqué à Lorient. Donc c'est pas impossible, oui, que je revienne faire un tour dans les archives, soit à Lorient, soit, bon, Nantes, c'est à la limite bien sûr, mais soit dans d'autres villes bretonnes. Mais de toute façon, je reviens le plus souvent possible en Bretagne. Si vous aviez quelque chose à ajouter, ce serait quoi? Que je suis très content de présenter une communication dans une université de petite taille, hein, mais qui est très dynamique. C'est une université récente, hein. Lorient reste une petite ville. C'est un vieux débat en France de savoir si c'est ou non une bonne idée d'avoir des petites universités un petit peu partout sur le territoire. Mais je vois aussi que c'est très intéressant pour les communes concernées, et je vois que Lorient fait preuve d'un beau dynamisme. Merci beaucoup pour GEM Radio, et à très bientôt. Merci.